Bonjour, alors mon vrai nom est Marc Zaffran, j'écris des romans sous le pseudonyme de Martin Winkler. J'ai été médecin généraliste, médecin de famille en France pendant 25 ans et j'ai aussi été médecin dans un centre de planification où je faisais des interruptions de grossesse, je prescrivais de la contraception et je m'occupais de santé des femmes dans la Sarthe, c'est-à-dire en France profonde. Merci bien. Alors, on peut lire de vous ou entendre dans des interviews que vous êtes un médecin féministe et militant. Est-ce que vous décrivez de la sorte et pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est? Je suis certainement un médecin militant. Je suis très heureux que beaucoup de féministes considèrent que je suis féministe, parce que moi, c'est pas à moi de le dire. Mais je me suis occupé beaucoup de santé des femmes et mon souci, c'est de faire en sorte c'est de faire en sorte que toutes les personnes soient autonomes. Il se trouve que les femmes ont plus besoin de soutien médical que les hommes parce que leur physiologie est plus compliquée. Le risque d'être enceinte et les risques liés à la grossesse ne concernent qu'elles. Et donc, c'est surtout avec des femmes que ayant travaillé surtout avec des femmes, j'ai voulu faire en sorte de leur donner tous les moyens, tous les outils pour s'autonomiser. En particulier, ça a commencé par la contraception. J'ai écrit des livres sur la contraception. J'ai aussi écrit des livres sur la physiologie. Et puis j'ai écrit un certain nombre de livres qui parlent des maltraitances, des abus de pouvoir des médecins sur les femmes, parce que ce sont des femmes et parce que la médecine est une situation dans laquelle l'ascendant du médecin vis-à-vis des personnes est très grand. Alors moi personnellement je pense qu'on doit soigner, soigner ça devrait être coopératif, ça ne devrait pas être une relation de pouvoir. Et donc de fait je me suis trouvé du côté des personnes qui le subissent le plus, c'est-à-dire les femmes, mais aussi les personnes racisées, mais aussi les personnes LGBTQIA+, pour n'oublier personne, mais aussi les personnes handicapées, qui sont toutes dans des situations de dépendance extrêmement grande. En tant que soignant, mon objectif, c'est non seulement que les personnes qui viennent me voir aillent mieux après m'avoir vu qu'avant, et mon idéal, c'est qu'elles n'aient plus besoin de moi. Pour qu'elles n'aient plus besoin de moi, il faut que je leur donne les outils. Juste une question, vous disiez que vous étiez effectivement un médecin militant. Qu'est-ce qui distingue un médecin classique d'un médecin militant? C'est quoi un médecin militant? Un médecin militant dans le domaine de la santé des femmes, c'est quelqu'un qui, premièrement, s'investit, par exemple, en donnant accès à toutes les méthodes de contraception, en donnant accès à la ligature de trompe qui est légale en France, mais qui est refusée par un très grand nombre de médecins en France alors que c'est légal, en donnant accès à l'IVG, et puis surtout en donnant aux femmes la possibilité d'exprimer leur choix et d'obtenir, d'accéder aux droits qui sont les leurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un médecin militant, c'est quelqu'un qui ouvre sa gueule. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, alors dans mon cas, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire, quand une femme est enceinte, la seule personne qui peut décider si elle garde ou pas la grossesse, c'est la femme. Un point, c'est tout. Et il n'y a pas de discussion. On ne peut pas discuter de ça. De même que si un homme veut grimper l'Annapurna, il prétend qu'on n'a pas le droit de l'en empêcher. Bah, très bien, mais alors à ce moment-là, s'il peut faire de son corps ce qu'il veut, y compris geler à 4500 mètres, à ce moment-là, une femme qui est enceinte a le droit de décider de ce qu'elle fait de son corps. Donc pour moi, c'est assez simple, mais ce sont des évidences qui ne sont pas suffisamment dites. Donc pour moi, un médecin militant dans ce domaine-là, c'est quelqu'un qui donne les outils et qui ouvre sa gueule, qui fait de l'éducation à la santé, qui entretient des relations avec les étudiants et les étudiantes pour les inciter aussi à mettre, à mettre en question les discours qui sont des discours réactionnaires de la part de leurs profs, parce que beaucoup de profs de médecine sont réactionnaires et ils continuent à l'être. C'est avoir une position politique très claire et puis voilà, ouvrir sa gueule, c'est important. Et vous parlez, en tant que médecin militant, c'est aussi pouvoir écrire. Oui. Vous avez justement écrit Le cœur des femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette Alors, moi j'ai toujours écrit, hein. J'écrivais avant d'être médecin et j'ai écrit un certain nombre de livres qui parlent des relations, de la relation de soins, des relations entre les médecins et les personnes soignées.
Il se trouve que quand je suis parti de France pour aller m'installer au Québec, ça faisait 25 ans que je travaillais dans un centre de planification et je n'avais encore jamais eu beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes, parce que je n'étais pas dans un hôpital universitaire, mais je n'avais pas d'étudiants ou d'étudiantes à qui j'avais pu transmettre ce que je savais. Je suis allé au département de philosophie de l'Université de Montréal pour travailler sur la transmission des valeurs éthiques en médecine, et au lieu d'écrire un mémoire ou un essai, j'ai écrit un roman. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le cœur des femmes, dans lequel un jeune médecin apprend des choses des femmes grâce à un catalyseur qui est un médecin plus vieux. Et il se trouve que moi je voyais ça comme un roman pédagogique, en espérant qu'il y aurait des étudiantes et des étudiants en médecine qui le liraient. Et en fait, ça a été lu par beaucoup de gens, principalement des femmes, qui se sont rendus compte en lisant le livre qu'un certain nombre de choses qu'on leur faisait subir n'étaient pas normales, qu'elles pouvaient dire non quand un médecin leur disait « je vais vous examiner », non, j'ai pas envie, un point c'est tout. Et on ne peut pas ne pas soigner quelqu'un sous prétexte que cette personne ne veut pas être examinée. Donc le livre a un peu une sorte de valeur de manifeste de l'autonomie, enfin autour de l'autonomie des femmes, et probablement de manière plus efficace que si j'avais écrit un brûlot, si vous voulez, ou un essai. Ça n'aurait pas eu moins de valeur, mais parce que j'ai pris un roman et parce que donc j'ai imaginé des situations qui étaient plausibles, qui ressemblaient beaucoup aux situations que j'avais rencontrées, ça a touché beaucoup plus de lectrices et de lecteurs, y compris de lecteurs d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui viennent me voir. Je reçois des messages presque tous les jours à propos du cœur des femmes depuis 12 ou 13 ans qu'il est paru. Et il y a des hommes qui m'écrivent en me disant ça a changé complètement. Alors il y a des professionnels de santé qui me disent ça a changé ma perspective. Des hommes qui me disent il y avait des tas de choses que je ne savais pas, maintenant je sais, je ne regarderai plus ma compagne ou ma sœur ou ma mère de la même manière. Donc c'est la vertu de la fiction, c'est que ça vous fait aussi... ça vous transmet des valeurs en même temps que ça vous transmet des histoires. Et alors, oui, c'était une manière de m'investir, d'investir mon militantisme, mais c'est aussi parce que fondamentalement, je suis un auteur de fiction. Je suis un écrivain de fiction. Donc c'était joindre l'utile à l'agréable, si vous voulez. Et là donc, depuis 1 an et demi, il y a une version en bande dessinée du Cœur des femmes. C'est-à-dire que l'édition du Lombard m'ont proposé de l'adapter, et j'ai demandé à une jeune dessinatrice qui avait d'ailleurs écrit un très bel album qui s'appelle « Il fallait que je vous le dise », qui est un album sur son expérience de l'IVG, sa propre expérience de l'IVG. Je lui ai proposé de le mettre en image parce que je voulais que ce soit une femme qui le fasse. Parce que je pensais qu'elle le ferait avec une sensibilité que je n'ai pas, et que je ne peux pas avoir. Et c'est un grand succès parce que ça touche un nouveau public, plus jeune parce que c'est la BD qui permet de rentrer, mais aussi des gens plus âgés, et j'en suis très heureux. Et justement, vous parlez ici des professionnels de santé. Si vous aviez un conseil en fait à donner à tous ces futurs professionnels de santé, quel serait-il? Moi, je pense que c'est assez simple. Je pense que si on a des objectifs simples comme soigner, c'est faire en sorte que les gens se sentent mieux, ça veut dire que d'abord, il ne faut pas nuire. C'est-à-dire il faut tout faire pour que les personnes à qui on a affaire ne se sentent pas menacées, comment dirais-je, qu'elles ne se sentent pas humiliées, qu'elles ne se sentent pas dominées, qu'elles ne se sentent pas contraintes. Alors c'est très compliqué parce que la médecine ne nous apprend pas à faire ça, mais on peut apprendre à se comporter comme ça. La deuxième chose, c'est que si on vise à ce que les personnes soient autonomes, ça veut dire qu'on est à leur service. Ça veut dire que ce que nous savons n'est pas fait pour montrer qu'on sait, mais il est fait pour rendre service aux autres. Et ça peut être extrêmement gratifiant de canaliser son savoir pour l'aide aux autres. Puis la troisième chose qui est très simple, c'est qu'on peut pratiquement tout le temps aider quelqu'un rien qu'en l'écoutant. C'est-à-dire que parfois on ne peut rien faire, mais au moins on peut écouter ce qu'elles ont à dire, on peut leur dire qu'on les entend, qu'on les comprend, qu'on les croit, parce que c'est très important de les croire, et puis qu'on est là, quelles que soient les décisions qu'elles prennent, même si c'est des décisions qu'on n'aurait pas prises à leur place, mais on n'est pas à leur place, qu'on est là pour les soutenir et les accompagner dans les décisions qu'elles prennent, quelles qu'elles soient.
C'est des principes de base très simples, mais ce n'est pas des principes de base qui sont enseignés spontanément dans les facultés de médecine où finalement on forme des élites, on ne forme pas des gens qui sont là pour soigner. Et il serait temps de changer un petit peu le registre de la formation médicale. Mais ça, du coup, c'est pas vraiment une approche classique de la médecine comme on pourrait l'entendre. Non, mais moi ça ne me gêne pas d'être révolutionnaire. Je veux dire, vous savez, j'étais pro-IVG, pro-cannabis, pro-aide médicale à mourir, pro-autonomie des patients dans les années 70 quand j'étais étudiant, parce que c'était déjà une époque dans laquelle on insistait beaucoup, ça faisait partie des effets de la contre-culture. Hein, la culture dominante était une culture patriarcale qu'on voulait abattre. Ça prend plus de temps qu'on l'aurait voulu, mais il y a des moyens de faire en sorte que, voilà, une culture fondée sur le respect de l'individu, le respect de son autonomie, le soutien communautaire à l'individu et à ses choix. Ça prend du temps, mais on peut y travailler. Donc je travaille de la même manière à ça aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et je vois maintenant, parce que la mentalité des jeunes gens change, je vois que quand je vais voir des étudiants en médecine ou des étudiantes en médecine, ils sont bien plus avancés à l'âge qu'ils ont aujourd'hui que moi à leur âge ou que mes camarades à leur âge. Donc ça change. C'est pas rapide, mais ça change. En quelques mots, parce que vous l'avez déjà dit, mais on a une question vraiment là-dessus. En quelques mots, quelle est votre position vis-à-vis de l'IVG et quelle est la particularité du Canada? Alors au Canada, il n'y a pas de loi sur l'IVG parce qu'on considère que toute restriction à l'IVG est une restriction à la liberté et à la sécurité des femmes. Et c'est contraire à la Constitution, qui est la Charte des droits et libertés, qui dit que tous les Canadiens, toutes les Canadiennes ont les mêmes droits, et en particulier ont droit à la liberté complète de faire ce qu'elles veulent d'elles-mêmes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous m'avez demandé, moi, je pense que ce qui se passe dans le corps d'une personne ne regarde qu'elle, et que jusqu'à une éventuelle naissance, quand une femme est enceinte, c'est à elle de décider ce qu'elle fait de sa grossesse. Parce que si on dit qu'elle n'a pas le droit de disposer de sa grossesse comme elle le veut, ça fait d'elle une esclave. Esclave de son fœtus ou esclave du père biologique du fœtus, peu importe. Il n'y a aucune raison que le père biologique du fœtus d'une femme qui veut interrompre sa grossesse ait quoi que ce soit à dire, pour une raison très simple, c'est qu'une femme enceinte court des risques vitaux. On peut mourir de sa grossesse. C'est pas fréquent, mais c'est tout à fait possible. J'ai jamais vu un homme mourir d'une grossesse, de la grossesse de sa compagne. Bon. Donc, à partir du moment où la femme prend des risques vitaux en étant enceinte, soit en poursuivant sa grossesse, soit par exemple en prenant la pilule, c'est à elle de décider ce qu'elle fait. Une femme enceinte, si vous prenez 10 000 femmes enceintes, il y a plus de décès en raison de la grossesse que de décès par prise de la pilule. Donc une femme qui est enceinte, elle est en droit de dire « j'ai pas envie de mourir ». Je n'ai même pas envie de prendre le risque, même s'il est faible, de mourir. Et ça veut dire que personne d'autre n'a le droit de décider à sa place. C'est une position éthique très simple. Hein, je veux dire, je ne suis pas allé chercher des grandes philosophies pour dire ça. Évidemment, ça veut dire que à aucun moment, je ne pense qu'un fœtus est plus important que la femme qui le porte. On dit qu'il n'y a aucune loi au Canada, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'IVG était encadré par la loi et par le code criminel qui restreignait les conditions dans lesquelles les femmes pouvaient avorter et que la Cour suprême du Canada a cassé ces articles du code criminel et qu'ils n'ont jamais été remplacés. De sorte que, de fait, il n'y a pas de loi. Une femme peut interrompre sa grossesse quand elle le veut. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Aucune réglementation ne l'empêche ou ne limite sa possibilité de le faire. Donc il n'y a pas de loi. Et au délai des délais, si une femme veut avorter à 18 semaines, elle peut. Ou 25 semaines, elle peut. Mais en Angleterre ou aux Pays-Bas, c'est déjà le cas. Mais bon, l'immense majorité des femmes qui veulent interrompre leur grossesse parce qu'elles ne veulent pas être enceintes n'attendent pas 28 semaines. Bon, il peut arriver qu'on découvre qu'on a un fœtus mal formé, qu'on veuille interrompre sa grossesse. Pour ça, ça peut se passer plus tard. Mais l'immense majorité des femmes qui ne veulent pas être enceintes, elles le font dans les 14 ou 15 semaines. Et beaucoup plus souvent, encore plus tôt que ça. Et une dernière question. Le public cible de votre prix, ce sont les jeunes de 18 à 30 ans. Est-ce que vous avez un conseil? Je leur dirais de se méfier des conseils des vieux. Donc je ne vais pas leur en donner. Je dirais plutôt que
Moi, je pense il faut avoir confiance dans ses convictions, et en particulier si ces convictions sont bonnes pour soi-même et pour la collectivité. Et que quand ce sont des convictions comme celle-là, il faut qu'ils fassent confiance à leurs convictions contre ce que disent les gens plus âgés. C'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.